Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver dans cet épisode de 56 minutes cyber by le CESA. Stratégie, cybercriminalité, réglementation et loi, géopolitique et intelligence économique, manipulation, déstabilisation, guerre hybride, Ukraine et coopération internationale, tous ces sujets qui vous intéressent, qui vous questionnent et qui vous passionnent sont aujourd'hui dans 56 minutes cyber. Avec moi en plateau, 7 invités avec qui nous allons décrypter l'actualité sans langue de bois, essayer de comprendre le dessous des cartes de ces sujets complexes qui impactent notre quotidien. Des enjeux cruciaux, une seule émission pour en parler, 56 minutes à partager ensemble. Place tout de suite à l'actualité. Actualité riche et particulièrement dense en cette rentrée. En effet, vous l'avez entendu tout au long de l'été, de nombreuses cyberattaques et fuites de données ont été relayées. Ces derniers jours, ce sont plusieurs aéroports européens qui ont été touchés. Également des ransomware dopés à l'IA qui occupent le champ médiatique. Mais face à cette cybercriminalité qui monte, il y a aussi de bonnes nouvelles parce que nous avons les forces de sécurité, notamment et de justice, qui investissent le champ. L'opération Eastwood vient de mettre à mal une organisation pro-russe, No Name 057, une opération qui a été conduite par Europol, Eurojust et l'ENISA. Également la gendarmerie en Bretagne, à Rennes, qui a arrêté un hacker biélorusse avec une condamnation en justice, en prison ferme. Le Far West numérique, c'est fini. Autre sujet d'importance, l'investissement. Et là, c'est en Europe que ça se passe avec le programme Digital Europe, où des investissements à hauteur de près de 390 millions d'euros sur la période 2025-2027 vont être débloqués. Et puis à l'honneur également un projet important, le projet Secure, là encore une fois au niveau européen, qui a vocation à accompagner les PME dans leur cybersécurité, la montée en puissance de la sécurisation de leur système et notamment pour entrer en conformité avec le CRA, le Cyber Resilience Act, un projet qui est piloté par l'Italie qui vient d'ailleurs de voter une loi sur la cybersécurité et l'intelligence artificielle, les deux combinés dans une loi complète. La cybersécurité et l'intelligence artificielle, le Cyber Resilience Act, deux sujets notamment que je vous propose d'aborder plus en détail avec notre premier invité. J'ai l'immense plaisir d'accueillir Philippe Latombe, député. Cher Philippe, merci d'être avec nous. Quelle joie de vous accueillir dans cette émission 56 minutes cyber. Je l'évoquais à l'instant, la cybersécurité, l'intelligence artificielle. On parle évidemment des infrastructures critiques. C'est au cœur du sujet. Alors Philippe Latombe, on a envie de savoir, évidemment, aujourd'hui au sein de l'Assemblée nationale, on en est où après le vote de cette loi résilience à la majorité, à l'unanimité? Oui, elle a été votée en commission spéciale. C'est un texte qui a un parcours un peu chaotique puisqu'il a subi les vicissitudes de la vie politique. Nous avons décidé, malgré la démission du gouvernement, de pouvoir examiner le texte parce que nous avions travaillé tout l'été sur le sujet, l'examiner si le gouvernement avait démissionné. Alors, je le disais à l'instant, la cybersécurité de l'intelligence artificielle, c'est un sujet qui est important. Une loi vient d'être adoptée en Italie en intégrant cette dimension. Vous interpellez quand même l'ensemble de l'écosystème en disant que finalement, c'est un sujet dont on parle assez peu. Est-ce que vous arrivez à expliquer pourquoi, alors même que les cybercriminels s'intéressent massivement au sujet? Alors, la cybersécurité et l'IA a toujours été vue uniquement sur la partie comment est-ce que j'utilise l'IA pour faire de la cybersécurité. L'IA est utilisée par les attaquants et donc les défenseurs se disent légitimement je dois utiliser l'IA pour défendre les systèmes d'information. La vraie question qui se pose, c'est aussi comment est-ce que, et c'est une question qui là n'est pas traitée en France et pas assez à mon avis, c'est comment est-ce qu'on arrive à cyberprotéger les modèles d'IA et les applications d'IA. Et en fait, comment est-ce qu'on évite que des personnes mal intentionnées puissent en trafiquant les jeux de données d'entraînement, puissent faire en sorte que l'IA donne des mauvaises réponses. Ou qu'en trafiquant l'IA, en lui posant des questions de façon très régulière pour qu'elle apprenne, on lui donne des mauvaises informations qu'elle va régurgiter ensuite. Et typiquement, on peut penser à des opérations d'ingérence d'un certain nombre de pays qui pourraient profiter du modèle, lui poser 150 000 fois la même question par des bots
et ensuite d'obtenir une réponse qui, lorsqu'elle sera posée par un utilisateur normal, ne sera pas la bonne réponse et sera clairement une réponse qui serait orientée et biaisée. Et donc ça, aujourd'hui, je pense qu'on n'a pas suffisamment intégré ça dans la construction des modèles et dans la protection des modèles. Et c'est certainement un des sujets d'avenir, c'est comment est-ce qu'on peut faire confiance à l'IA, et la confiance dans l'IA, c'est aussi sa cybersécurité. La cybersécurité, qui est un pilier de la confiance numérique. On n'aura de cesse de le répéter. On le comprend aussi. Nous sommes aujourd'hui à l'ère d'une guerre hybride. Et de fait, les enjeux géopolitiques s'invitent, viennent percuter aussi les stratégies des entreprises. Comment peuvent-elles mieux intégrer ces dimensions pour se protéger, mais aussi pour anticiper? Je pense qu'effectivement, depuis plusieurs années, tout le monde avait négligé le risque géopolitique dans sa matrice d'appréciation des risques. On pensait que, légitimement, les méchants étaient des méchants, on les avait identifiés. Il y avait les Iraniens d'un côté, la Corée du Nord ailleurs, les Russes éventuellement un petit peu. Et puis, il suffisait de ne pas commercer avec eux, de ne pas s'en occuper, ça se passait très bien. Depuis qu'on voit que la géopolitique change de forme et que la géopolitique s'invite aussi dans la partie informatique et que les Américains ont opéré un shift très fort sur un certain nombre de questions, les chefs d'entreprise se reposent la question en disant « mais je dois l'intégrer comment ?» En matière d'informatique, c'est assez clair. C'est la domination et le monopole de solutions américaines dans un contexte où le président Trump peut décider du jour au lendemain d'arrêter la fourniture de services à une organisation ou à une personne. Ça doit être intégré en géopolitique comme un risque majeur qui doit être appréhendé. Et puis, il y a aussi le risque intrinsèque, qui est de la géopolitique un peu différente, mais qui est que les entreprises sont devenues tellement grosses en informatique, on pense à Microsoft, on pense à Amazon, on pense à Google, ce sont des très grosses entreprises qui peuvent avoir leur propre agenda géopolitique. Et on le voit bien avec ce qui s'est passé très récemment avec Microsoft, qui a décidé de couper la fourniture de services à une entité de l'armée israélienne, alors même que Trump ne lui aurait pas demandé, et ne lui a pas demandé, mais parce que c'était contraire et que ça pouvait ça pouvait poser des problèmes de vente de ces solutions auprès de pays européens, elle a décidé de les couper pour éviter toute polémique. Et donc on voit bien qu'il y a un agenda aussi géopolitique de ces entreprises, et il va falloir que les entreprises, les chefs d'entreprise, en France et en Europe, l'intègrent dans la matrice de risque. Alors une dernière question, Philippe Latombe. Vous aviez pour projet de déposer donc une proposition de loi pour mieux réguler les activités de renseignement en source ouverte, ce que l'on appelle globalement l'OSINT. Est-ce que c'est toujours à l'ordre du jour ? Et finalement, pourquoi souhaitez-vous engager ce process ? Alors, on s'est posé la question à l'occasion du texte Résilience, parce que dans un certain nombre de considérants du texte Résilience, et notamment sur DORA, il est fait mention de l'Open Source Intelligence, le renseignement en source ouverte. Et donc, on s'est posé la question de savoir si ce n'était pas à cette occasion-là qu'il fallait qu'on pose une définition de l'OSINT, parce qu'il n'y a pas de définition en droit français. Après discussion avec des juristes, avec le Conseil constitutionnel, on s'orientait vers le fait que ça serait considéré comme un cavalier par le Conseil constitutionnel. Donc on a quand même posé des questions au moment des auditions, on a quand même fait des consultations pour se dire qu'on pourrait parfaitement déposer une proposition de loi en fin d'année 2025 qui intégrerait 3 piliers. La question de l'OSINT et sa définition. Il n'est pas question de réguler l'OSINT, il faut mettre une définition, poser un cadre. La deuxième chose, c'est de régler la divulgation de fuites de vulnérabilité, en se disant qu'on en a besoin et qu'on a besoin que l'information circule, mais ça peut aussi faire l'objet de problèmes juridiques, de recel notamment, et donc il faudrait qu'on arrive à le régler. Et le troisième point, c'était sur ce qu'on appelle les hackers éthiques, même si le mot n'est pas très beau, faire en sorte qu'on puisse essayer de voir si on peut se caler sur la réglementation qui existe déjà en Belgique, et qui permet aujourd'hui de pouvoir protéger des personnes qui divulguent des failles de sécurité, qui ne les ont pas utilisées dans un certain nombre de cas, un peu comme on protège des lanceurs d'alerte. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est demandé parce qu'on est vraiment dans un sujet qui est une zone grise, et il va falloir qu'on clarifie cette zone grise. Merci beaucoup, Philippe, d'avoir été notre invité. Je vous propose à présent de poursuivre sur les enjeux de résilience des infrastructures critiques et de parler plus précisément des jumeaux numériques avec notre invité, Reda Yaish. Reda, merci d'avoir accepté cette invitation. Quelle joie de vous avoir avec nous. Alors pour celles et ceux qui ne vous connaissent pas, vous êtes le chef de la cybersécurité des réseaux au sein de l'IRT System-X. Alors Reda, évidemment, je le disais à l'instant, on en parlait avec Philippe Latombe, la résilience des infrastructures, c'est au cœur de l'actualité. Les jumeaux numériques sont aujourd'hui essentiels. À quoi servent-ils en matière de cybersécurité ? En effet, les jumeaux numériques, c'est des plateformes qui ont pour vocation de devenir une réplique fidèle, réaliste et vivante d'un système critique.
c'est des systèmes qui ont été développés par une modélisation, une simulation et parfois une stimulation. Et par conséquent, c'est un terrain formidable pour la cybersécurité parce que ça permet d'avoir la capacité de pouvoir tester des scénarios d'attaque sur un système sûr, mais sans risque. Et par conséquent, on peut, dans ce type de configuration, récupérer, par exemple, dans une posture de cybersécurité prédictive ou anticipatoire, récupérer les scénarios d'attaque qui ont été publiés par la CTI, la Cyber Threat Intelligence, et pouvoir démontrer par la preuve, à travers le jumeau numérique, de l'impact et des conséquences d'une attaque. Donc ça, sur la partie identification de la menace. Sur le volet protection, un jumeau numérique peut aussi être un atout formidable pour pouvoir tester, expérimenter des solutions et aussi des stratégies de protection. Et à travers le jumeau numérique, on est capable, comme ça, de benchmarker des solutions, mais aussi de pouvoir valider des approches de cybersécurité. Alors là, c'était effectivement la cyber et les jumeaux numériques. Mais ces jumeaux numériques et ces infrastructures critiques, elles doivent être cybersécurisées. Et ça, c'est un pan qui est absolument essentiel aujourd'hui, compte tenu des menaces qui pèsent. En effet, c'est très pertinent comme question parce que le jumeau numérique, c'est un actif, c'est un asset aussi numérique. Et par conséquent, il peut aussi être la convoitise d'agents de la menace parce qu'il contient des informations, des données très sensibles. Et il peut faciliter aussi l'intelligence autour de la préparation de l'attaque. Et le jumeau numérique, et par conséquent, doit aussi suivre les mêmes principes de sécurité by design qu'on recommande pour les systèmes numériques classiques. Alors, vous l'avez rapidement évoqué, hein, on est dans des simulations en temps réel. On a évoqué, et vous venez de le faire, les enjeux en matière de cyberattaque. Il y a également la notion de coût. Aussi, de coûts et de contraintes énergétiques et de coûts de déploiement. Est-ce qu'aujourd'hui, ça représente des limites importantes dans le développement des jumeaux numériques ? En effet, le déploiement des jumeaux numériques fait face à pas mal de verrous et de défis et d'obstacles, notamment sur le passage à l'échelle et l'industrialisation des jumeaux numériques. Ces des verrous sont associés au manque de confiance. Les gens n'ont pas confiance souvent au niveau de ces systèmes-là. Il y a aussi des verrous liés au manque d'interopérabilité. Donc, il y a très peu de standards qui sont publiés et qui sont adoptés aussi. Et enfin, un manque de viabilité économique. C'est un surcoût, donc forcément, ça vient se rajouter et alourdir la facture déjà très lourde au niveau cyber. Sur le plan technologique, il est important aussi de comprendre que le jumeau numérique doit être synchrone avec le système réel et la mise en place de cette synchronisation est très difficile parce que ça implique des flux de données de manière intense et les systèmes ne sont pas encore prêts pour faire ça. Sur le plan organisationnel aussi, il y a des verrous parce que les jumeaux numériques nous rappellent les silos qui existent entre l'IT, l'OT et la cyber. Et forcément, ça perturbe un peu les process en place et ça force les organisations à casser ces silos. Donc, c'est vertueux, mais il faut quand même que les jumeaux numériques arrivent à franchir ce cap-là. Enfin, sur le coût, comme je l'ai dit, donc il y a l'empreinte énergétique. Donc, on est à l'ère de la sobriété numérique et forcément le jumeau numérique, il faut aussi qu'il puisse associer et concilier cette contrainte-là. Encore des efforts à faire et cela nous amène évidemment à nous projeter sur un peu le futur. Est-ce qu'aujourd'hui, on parle d'intelligence artificielle, on parle de 6G, est-ce qu'on arrive à se projeter dans ce que pourraient être les jumeaux numériques à horizon 2030-2035 ou est-ce que c'est quand même encore compliqué ? Difficile comme question parce qu'on voit très bien à quel point l'IA générative a bouleversé et accéléré les feuilles de route. Donc, bien malin celui qui pense pouvoir prédire où sera cette technologie en 2030. Néanmoins, je pense qu'il y a des invariants. La synergie entre les jumeaux numériques et l'IA va faire en sorte qu'on va avoir des jumeaux numériques de plus en plus réalistes, de plus en plus crédibles, peut-être autonomes, et ça va réduire un peu le coût de leur adoption. Il y a aussi le quantique qui pointe son nez. Donc, l'ordinateur quantique va nous permettre d'avoir des calculs prédictifs de plus en plus performants. Donc, on ne sait pas comment est-ce que la synergie entre les jumeaux numériques et l'IA peut amener à des systèmes très efficaces en 2030. J'ai envie de vous poser une dernière question, Reda, c'est quand même de savoir aujourd'hui en termes de projets, est-ce qu'il y a des projets concrets dont on peut parler en France ou en Europe ? Je vais commencer par l'IRT. Donc, nous, à l'IRT, depuis 3 ans, on a lancé un projet qui s'appelle JNI, Jumeaux numériques intelligents, qui a pour vocation justement d'accompagner les industriels dans l'adoption et la maîtrise de cette technologie-là. Et heureusement, on a prôné une démarche cyber by design. Donc, on a aussi voulu que les jumeaux numériques déployés soient sécurisés by design.
On a aussi un programme qui s'appelle Sibélia avec des partenaires industriels français de renom pour utiliser les jumeaux numériques pour pouvoir générer les données. Et ça, c'est important aussi. Le jumeau numérique, il peut aussi servir à générer des données pour apprendre des IA et nous aider à mieux détecter les attaques, mais aussi mieux anticiper les menaces. Et donc ça, c'est le plan, on va dire, français. Sur le plan européen, donc l'Europe a financé beaucoup de projets dans le cadre de Digital Europe, mais aussi le programme Horizon Europe. Il y a le programme CyberSecDome qui utilise aussi les jumeaux numériques pas mal pour pouvoir utiliser les jumeaux pour la cybersécurité. Et sur le plan international, Dassault pilote un gros programme autour de la Digital Twin Alliance, l'alliance du jumeau numérique, et qui est un peu européen mais aussi américain. Donc voilà. Donc il y a c'est balbutiant comme domaine, donc il y a pas mal d'initiatives qui essaient d'expérimenter l'utilisation de cette technologie, mais je pense que dans 2-3 ans, on aura pas mal de résultats qui peuvent directement être exploités dans l'industrie et nous aider à rendre résilients et cybersécuriser les systèmes. Eh bien, merci beaucoup, Reda, d'avoir été avec nous. On n'attendra pas les 3 prochaines années pour vous réinviter avec nous et continuer à suivre cette actualité au cœur des jumeaux numériques. C'est absolument passionnant et essentiel pour notre nation, vous l'avez rappelé. Merci, Reda, d'avoir été notre invité. Merci encore une fois. Merci. Alors, vous l'avez compris, aujourd'hui, la guerre de l'information n'est plus un scénario de demain, elle est déjà là. Fake news, campagne d'influence et de désinformation, cyberattaques sur nos organisations. Derrière les écrans, ce sont nos économies et notre souveraineté qui sont menacées. Concrètement, aujourd'hui, quel est l'état de cette menace? Quels sont les risques et les impacts? Comment peut-on aujourd'hui protéger nos organisations de cette déstabilisation invisible? On fait le point tout de suite avec nos 2 invités. Ils nous attendent. Merci François, merci Christine d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Mélanie. Quel plaisir de vous avoir avec nous. Alors on va parler évidemment fake news, désinformation, sujet au cœur de l'actualité. Peut-être Christine, commencer avec vous. C'est un sujet que vous étudiez maintenant depuis longtemps. Est-ce que on arrive à percevoir aujourd'hui certains leviers plus importants que d'autres qui sont utilisés dans cette guerre de la désinformation, dans la manipulation ? On a énormément de leviers qui vont être manipulés en matière de lutte informationnelle ou d'ingérence quand on va être sur le volet offensif. Et pourquoi on en a autant? Parce qu'on a une véritable adaptation aux nouvelles technologies, c'est-à-dire que dès qu'une opportunité se présente, et potentiellement on va la saisir et on va la réintégrer dans une approche beaucoup plus globale. Donc on a quelque chose qui est un héritage de périodes assez anciennes. On pourrait remonter jusqu'à la guerre froide avec les mesures actives où on va avoir l'usurpation d'identité, par exemple, de journaux. C'est des choses qu'on a pu voir dans les livres d'école. Et aujourd'hui, on va pouvoir le faire, mais de manière beaucoup plus rapide, à beaucoup plus grande échelle et en contractant aussi la géographie. C'est par exemple ce qu'on a pu voir dans le cadre d'Oppelganger où beaucoup d'usurpations d'identité graphique ont été faits de journaux, sauf que les articles qui étaient présentés étaient soit écrits à dessein, soit générés par IA pour aller encore plus vite. On a les fameuses fermatrolls qui ont pu être utilisées. Là encore, on pourra avoir soit des avatars qui sont animés avec de vrais humains, soit qui peuvent être partiellement numérisés. On va pouvoir jouer de beaucoup de choses, de création de sites qui se disent de réinformation et qui, au final, ne sont pas du tout dans cette ligne-là. Au contraire, vont aller sur de l'influence, potentiellement quitte à aller travailler pas que pour l'humain, mais aussi pour les machines, c'est-à-dire pour rentrer dans les bases de données, notamment des IA génératives, ChatGPT, Mistral, etc., tous ces systèmes-là. Et puis, on pourra enfin aller utiliser, y compris de la gamification, donc utiliser des vecteurs, notamment, que l'on va avoir dans les jeux, tout ça pour soit arriver à modifier la perception d'un environnement et puis au final arriver à faire prendre une décision, soit à l'utilisateur que l'on vise, soit à un décideur parce qu'il aura une opinion publique ou une société civile ou un groupe qui potentiellement sera très activé sur un sujet qui peut être crispant, urticant, voire stratégique. On va revenir sur la gamification notamment. Peut-être François, un mot sur l'intelligence artificielle, c'est clairement votre sujet de prédilection. Comment aujourd'hui est-ce que c'est utilisé de plus en plus justement dans ces campagnes de désinformation ou de manipulation de l'information dans cette guerre cognitive en fait? Pour faire écho à ce qui a été dit juste avant, c'est un peu le sens de l'histoire. La technologie et les gens qui utilisent, détournent, sont très au fait de tout ce qui se passe, voire et même toujours en avance sur la régulation et sur les contre-indications qu'il peut y avoir. Donc,
ils sont en plein dedans, ils innovent, ils n'ont pas de contraintes légales, ils ont souvent des moyens parce qu'ils se nourrissent d'autres biais illégaux pour travailler là-dessus. Et donc aujourd'hui, on voit une massification de l'utilisation des outils d'IA générative pour créer de la désinformation. Et je vous prends un exemple très simple. Aujourd'hui, c'est impossible de savoir comment un texte a été généré par de l'IA. On peut s'en douter, mais il n'y a pas d'outil qui permet de savoir exactement si ça a été créé par l'IA. Ça va très prochainement arriver sur la génération d'images et la génération de vidéos, où c'est déjà très compliqué. Et là, on ne parle pas en plusieurs années. D'ici 6 mois, 1 an, allez, peut-être 2 ans, on ne pourra quasiment pas faire la différence entre une image qui est générée par l'IA et une image réelle. Il n'y a pas d'empreinte aujourd'hui, il n'y a pas de code qui permettent de savoir ça? Alors, aujourd'hui, quand vous arrivez dans le code, on peut potentiellement trouver des choses, sauf que on parle ici de toucher le grand public. On parle de toucher aujourd'hui d'une réaction émotionnelle à de l'image. Vous n'allez pas regarder dans le code si c'est imaginaire. En fait, exactement. Donc ce sera le temps du forensics, le temps de l'investigation. Mais sur le moment, une image qui arrive sur Twitter ou une image même qui est récupérée par n'importe quel influenceur, peu importe la plateforme, ils vont pas regarder la ligne de code. Donc aujourd'hui, et c'est en lien encore une fois avec continuité, avec les chaînes en continu, avec Internet 2.0, 3.0. Alors, ça devient de plus en plus compliqué de différencier et le sens de l'histoire à court terme fait que la désinformation va être de plus en plus massive. Et je ne vous parle même pas de l'IA agentique, où là, le fait qu'on va arriver à pouvoir créer encore plus, industrialiser, alors certes pour l'industrie des entreprises, super pour plein de process, mais les objectifs malveillants vont utiliser les agents IA avec toutes les conséquences qu'il peut y avoir en termes de cyber, etc. On va revenir sur comment on fait pour se préparer, se prémunir de tout cela, évidemment. Peut-être revenir quand même sur le sujet de la gamification que vous avez évoqué. Ça représente aujourd'hui un risque important. C'était d'ailleurs souligné dans le rapport de la Banque Centrale Européenne, qui l'a souligné comme étant un véritable danger. Elle le dit, les attaques hybrides liées aux tensions géopolitiques brouillent la frontière entre influence, propagande et actions hostiles. La gamification peut devenir une arme douce. Tout à fait, parce qu'un des objets, c'est ce que l'on expliquait, c'est toucher le spectre le plus large possible. Quand vous allez sur du jeu, déjà vous êtes sur une approche ludique. Donc vous n'avez pas forcément le même principe de défense ou en tout cas de prudence par rapport à un contenu auquel on est exposé. Et encore, prudence et vigilance quand vous allez faire défiler les images en scrollant, comme il est d'usage de dire, et que vous restez quelques dizaines de secondes sur une image, de là à rentrer dans le code ou quoi que ce soit, on en est extrêmement loin. Mais là, vous êtes dans quelque chose de ludique, de détente, donc vous n'êtes pas dans l'état d'esprit d'avoir ce décalage-là. Et ce que l'on voit, c'est une utilisation de jeux vidéo, alors de différents types, en fonction du public cible. On peut aller aussi bien de jeux de stratégie qui vont reprendre des codes bien connus, mais la seule chose, c'est que si vous voulez, l'environnement historique de départ est totalement biaisé. Donc, va diffuser une vision qui est historiographique et qui n'est pas en lien avec ce qui fait consensus, par exemple, chez nos collègues historiens. On veut avoir cette approche-là. On va pouvoir en avoir une autre où on va viser des populations beaucoup plus jeunes. Quand vous allez travailler sur Roblox ou sur Minecraft, vous êtes sur des très, très jeunes. Vous êtes sur des jeunes adolescents, voire même sur des enfants. Donc, vous travaillez sur un temps beaucoup plus long. Et puis, il y a encore une autre chose qui est le fait de dire, et ça on l'avait vu dès 2016 et on le voit encore aujourd'hui, qui est que par l'usage de ces jeux vidéo, le joueur va vouloir gagner, alors différentes choses, s'il y a des gamers par ici, des skins, des points, bref, peu importe, et on va proposer de gagner une récompense quelle qu'elle soit, utilisable dans le jeu, contre potentiellement une action qu'on va mener dans le monde réel, qui peut paraître assez anodine, surtout quand on est relativement jeune et quand on est un petit peu en objectif de ce jeu-là. Puis le dernier volet, c'est les chats que l'on va avoir sur les jeux vidéo, où déjà on peut avoir des IA qui vont interagir, mais on peut avoir aussi de vrais avatars. Pour l'instant, sur les IA, il y a parfois un vocabulaire qui est très particulier au sein des gamers, donc parfois ça couac encore un petit peu. C'est-à-dire que même on demande à une IA de personnaliser ou d'humaniser, là il y a un langage particulier, un type de slang ou d'argot, donc ça coince encore un peu, mais tout ça évolue très vite. Et là encore, la personne avec qui vous allez discuter ou avec qui vous croyez discuter, puisque vous pouvez être avec finalement un objet numérique, peut pousser et diffuser
un narratif, une idée, une perception, et on n'aura pas la même distanciation. Et puis encore une fois, c'est aussi un moyen parfois de pouvoir monétiser, parce que ce qui a été dit sur l'approche agentique dans les entreprises, il faut bien garder à l'esprit qu'on va avoir des stratèges d'influence, et puis on a des entrepreneurs d'influence qui, quelque part, font ça à finalité commerciale. Donc c'est une entreprise presque comme une autre, en tout cas, elle est pensée de la même manière. Donc le détournement d'outils managériaux ou qu'on va avoir dans un environnement business classique pourra complètement être détourné dans un environnement business moins classique. François, sur ce que l'on a évoqué, on parle de jeunes publics, on parle finalement du grand public, et puis il y a aussi les entreprises et les organisations qui sont concernées. Quels sont les moyens qu'elles ont aujourd'hui à disposition pour se prémunir et donc pour essayer d'anticiper en fait ce risque? Il y a à la fois très peu de moyens et beaucoup de moyens. C'est-à-dire que le premier qu'il faut avoir, c'est de la formation et de l'éducation à ces sujets-là. Moi, j'interviens souvent en entreprise, je suis intervenu encore récemment. Est-ce qu'elles prennent de plus en plus conscience de ça? Est-ce que ça évolue? Alors oui, la prise de conscience elle est là, parce qu'elle voit que c'est plus uniquement du fait divers. Elle voit qu'aujourd'hui, c'est un fait historique, c'est l'évolution de leurs entreprises et de la société au sens plus large. Donc, ne pas en prendre considération, ce serait du déni, une erreur stratégique. Donc, elles le font. Mais elles le font à des niveaux de maturité qui sont très hétérogènes en fonction du niveau de l'entreprise. Et plus vous êtes une grande entreprise, plus le niveau d'exposition est différent. Mais on peut faire le parallèle avec le domaine de la cyber. C'est aussi bien que moi, Mélanie. La cyber, quand on en parlait il y a une grosse dizaine d'années, on était des fous parano. Et là, maintenant, il n'y a plus personne qui peut dire que c'est pas un sujet. On est un peu dans la même logique que ce qu'on a connu une dizaine d'années, où on sent qu'il se passe quelque chose, on sent qu'il faut faire quelque chose, on ne sait pas comment, on ne sait pas par quel bout prendre. Et donc aujourd'hui, on est dans de la peur qui pousse plutôt au déni en disant bon, ça va arriver, je vais gérer ça plus tard, jusqu'au moment où, comme d'hab, il va y avoir une grosse crise, il va y avoir un gros problème. Et là, on se dira si j'avais su, j'aurais dû faire. Donc oui, il y a des moyens qui peuvent être mis en œuvre, beaucoup de formation, beaucoup de pédagogie. En revanche, les moyens techniques, ils sont, confère ce que je disais juste avant, très compliqués à mettre en œuvre, parce que l'état de l'art des contre-mesures qu'on peut mettre pour lutter contre les fake news générées par de l'IA, contre les agents qui vont arriver, aujourd'hui, ça va tellement vite, et on n'est jamais allé aussi vite dans l'évolution technologique en 3-4 ans que ce qu'on a connu sur les dernières années. Donc pratiquement personne n'est préparé aujourd'hui. Et c'est un niveau de maturité qu'il faudrait les voir en fonction et de manière itérative pour faire face à ce qui va arriver. Donc là, finalement, ce qui est aussi un peu quelque part inquiétant malgré tout, c'est qu'effectivement, les PME qui, elles, peuvent être aussi la cible, comme on l'a vu en cybersécurité, souvent des portes d'entrée pour accéder à des entreprises beaucoup plus grandes. Là, clairement, c'est compliqué pour elles de l'inscrire à l'agenda des priorités et en même temps d'avoir des moyens de se préparer. C'est quasi impossible. Aujourd'hui, je peux comprendre qu'une PME, elle me dise « mais c'est pas ma priorité, moi, aujourd'hui », sauf si, encore une fois, pour des raisons légales ou contractuelles, vous êtes sous-traitant d'un grand groupe ou d'une administration, elle vous oblige à mettre des contre-mesures, mais il faut du temps, il faut des moyens. Et donc oui, la solidité de votre chaîne, c'est souvent le maillon le plus faible. Là, aujourd'hui, on peut comprendre que des PME soient très exposées et n'aient pas forcément les moyens. Donc il faut encore une fois de la formation et de la vigilance. C'est à la fois le côté rassurant, pour ne pas être totalement pessimiste, c'est qu'en mettant du bon sens et de la vigilance, on arrive à se départir de 90% des problèmes qu'il peut avoir. C'est la maxime qui est assez connue. Il ne faut pas être parano, mais seuls les paranos survivent. C'est un peu cette logique-là qu'il faut avoir. Et après, on en vient, et je reviens sur le côté grand public. Il faut éduquer les gens, il faut les aider à prendre du recul, la capacité à se poser les bonnes questions. Mais ça, c'est un peu une logique d'éducation qui est au sens beaucoup plus large que la technologie, mais qu'il faut clairement appliquer avec ce qui se passe aujourd'hui. Avec ce qui est en train d'évoluer. Christine, sur justement ces moyens, est-ce que vous voyez des choses émerger, des choses positives qui pourraient être partagées pour justement mieux se prémunir, anticiper ces problématiques qui touchent finalement les organisations, les entreprises, le grand public, les plus jeunes? Alors, il y a plusieurs choses. Tout ce qui est du domaine de l'éducation aux médias est devenu réellement une grosse priorité, avec un écosystème d'acteurs pluriels qui est extrêmement impliqué. Alors évidemment, après, à réussir à mettre tout cela en musique, notamment dans le système éducatif dès les plus jeunes, c'est toujours un petit peu le problème d'avoir un temps assez contraint et d'essayer de gagner 1 heure de ci, 1 heure de là dans des programmes qui peuvent être chargés. Mais il y a cette prise de conscience-là. Il y a un travail vraiment de fond qui est fait. Et puis, on a aussi des organismes
qui travaille sur ce sujet-là. Alors on pourrait penser à Viginum notamment, qui fait extrêmement attention à être sur du marquage algorithmique et pas du tout sur du narratif, parce que c'est aussi un sujet qui est extrêmement glissant. Dans quelle mesure est-ce que vous devenez un ministère de la pensée ou pas? Et nous sommes une démocratie, donc on est par nature un milieu ouvert. Donc eux sont vraiment sur le marquage d'une utilisation détournée, notamment de tout ce qui sera trace numérique et algorithmique, pour montrer qu'on a cet impact-là. Il y a une prise de conscience qui se fait au sein de différents ministères pour essayer d'avoir des réactions. Il y a des collaborations interétatiques. L'Union européenne s'y met aussi. Il y a de plus en plus de chercheurs qui travaillent sur le sujet et qui acceptent de plus en plus d'être dans une approche qui va être interdisciplinaire, parce que le sujet, eh bien, il est protéiforme. Alors bien sûr, il va avoir le volet qui va toucher à l'informatique, mais on aura un côté sciences sociales. Pourquoi est-ce que l'on croit? Pourquoi est-ce qu'on ne croit pas? On va avoir énormément de sujets. Donc c'est quelque chose de très très complexe. Donc on a, si vous voulez, ce type de réseau qui essaye de se mettre en place. Et là, c'est un changement culturel très fort, puisqu'on est obligé de désiloter, de casser des frontières que l'on avait, des habitudes. Et on voit ces écosystèmes-là qui travaillent les uns avec les autres de plus en plus. Alors c'est en construction, c'est loin d'être parfait, mais au moins on a cette forme d'évolution-là. Mais je pense qu'il faut être aussi conscient qu'on a une évolution qui est très rapide, qu'on n'aura pas de parade qui sera par nature absolue, que les choses vont évoluer. Et puis il y a aussi peut-être quelque chose à prendre en compte, c'est que on a eu, si on regarde assez rapidement, une première grosse étape où l'idée était de nous faire croire à quelque chose qui n'existait pas. Alors du faux, soit par addition, soit par soustraction, soit par décontextualisation, peu importe. Là, on est dans une phase différente où la démultiplication des contenus, le fait que ça soit de plus en plus difficile d'aller discriminer ce qui est authentique de ce qui ne l'est pas, etc., fait qu'on pourrait arriver à ne plus croire en rien. Et là, on a un autre enjeu qui se positionne et que l'on voit être un petit peu tiré par certains, qui est de dire, écoutez, puisque plus rien n'est stable, puisqu'on ne peut plus croire en rien, eh bien nous, on peut vous proposer une vision du monde, une vision pour demain. Et à partir du moment où on est dans cette adhésion à une vision qui est par nature pour demain décorrélée de la réalité, eh bien ça permet de contourner un certain nombre de ces pratiques-là. Et ça marche sur quoi? On va aller diviser, polariser, pour essayer de ne plus avoir cette masse critique. Et un des véritables enjeux, ce me semble, c'est de savoir ce que nous sommes en tant que groupe humain social et qu'est-ce que l'on peut projeter à l'extérieur qui fait que on n'a pas envie de se laisser diviser de manière aussi simple que ça, quand bien même mon voisin a des goûts musicaux qui sont absolument pas les miens, et particulièrement à 1h du matin, qui fait que je préfère interagir avec lui. C'est une vraie question, je pense qu'il faut qu'on se pose pour éviter d'être facile à diviser et à polariser. Eh bien, merci à tous les deux, et je pense qu'on a compris à la fois avec ce que vous venez de souligner à l'instant, la complexité du domaine qui est face à nous, cette accélération où tout va très vite, et donc effectivement cette réponse collective qui est à l'œuvre, mais qui doit accélérer pour pouvoir certainement pas rattraper ce qui est déjà en face, mais à tout le moins pouvoir effectivement se préparer mieux et accompagner l'ensemble des acteurs de la nation. Un plaisir de vous avoir avec nous. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Je vous laisse peut-être tous les deux continuer à échanger. Je suis sûre que vous avez encore plein de choses à vous dire. Et moi, je vais retrouver notre prochain invité qui nous attend. On va continuer à parler d'intelligence économique, un sujet qui est évidemment lié. Merci à tous les deux d'avoir été nos invités. Merci, Mélanie. Se protéger, anticiper, nécessite évidemment de connaître son environnement. C'est tout l'enjeu et tout l'atout de l'intelligence économique. C'est la séquence à suivre avec François-Jeanne Bello. Il nous attend, on va le rejoindre. François-Jeanne Bello nous attend. Merci François d'être avec nous. Bonjour Mélanie. On parle évidemment à nouveau avec vous à nos côtés dans cet nouvel épisode de 56 minutes cyber d'intelligence économique. On le disait précédemment, on parlait de désinformation, on parlait effectivement de guerre cognitive, de guerre hybride, et on l'évoquait, anticiper, se préparer. L'intelligence économique est un atout formidable. Aujourd'hui, il y a des risques croissants pour les entreprises. Est-ce qu'on arrive à avoir un baromètre ?
Alors, c'est un peu plus compliqué que ça, malheureusement, c'est que c'est pas si binaire. L'intelligence économique, ça consiste à surveiller un environnement, c'est de maîtriser son écosystème informationnel. Donc, en fait, on va certes regarder si, dans les risques qu'on a préalablement identifiés, il existe des informations qui permettraient de voir si on est dans cette zone de risque, mais c'est également d'écouter un certain nombre de signaux faibles pour voir s'ils ne peuvent pas se transformer en risque. C'est donc avant qu'ils deviennent des risques, et puis finalement, prendre le problème à l'envers pour dire qu'à chaque collecte de nouvelles informations, mesurer la dangerosité, mesurer s'il y a un risque qu'elle devienne un risque. Alors on dit que l'intelligence économique est un atout. Est-ce qu'on a aujourd'hui des exemples concrets qui permettent finalement de mieux comprendre ou de matérialiser en quoi elle a été utile et efficace ? Alors merci de poser cette question. L'intelligence économique, plus qu'un atout, c'est véritablement un outil d'aide à la décision. Mais c'est vrai que dans les exemples, on a souvent, un peu comme sur la souveraineté, des contre-exemples. De dire, tiens, c'est dommage parce que si on avait fait. Et on a besoin d'exemples positifs. Alors, oui, il y a plein d'exemples où, par exemple, un prestataire, une société va éviter de contracter avec un prestataire parce qu'on s'aperçoit qu'il est pas solidement fiable financièrement, par exemple. Ou bien que la technicité d'un fournisseur peut engager des risques soit réputationnels, des risques techniques, mais également des risques réglementaires. Parce qu'aujourd'hui, on le voit sur la réglementation autour des microprocesseurs, par exemple, des choses qui peuvent empêcher des commercialisations sur certaines zones. Donc finalement, c'est, oui, énormément d'exemples qui vont éviter d'aller à la catastrophe. Donc on n'a pas, ou d'éviter d'aller, de tourner de façon négative. Et puis, énormément d'opportunités. C'est de dire aussi, là j'ai en tête une entreprise qui permet d'avoir un gros contrat ou de transformer un prestataire habituel en un véritable partenaire avec un échange commercial ou capitalistique par une bonne connaissance justement de cet écosystème et une bonne connaissance de l'interlocuteur. Alors on a parlé beaucoup, évidemment c'est au cœur de l'actualité, les enjeux de souveraineté, évidemment les enjeux de dépendance aux technologies qui sont extra-européennes. C'est un vrai sujet, les entreprises aujourd'hui doivent se poser des questions. On le voit d'ailleurs au niveau étatique, une entreprise américaine qui coupe des services auprès d'un État. Cela pourrait devenir finalement non plus une exception, mais pourquoi pas la norme. Comment aujourd'hui l'intelligence économique peut être un atout pour justement préparer cet après et en tous les cas anticiper les problèmes que revêt cette dépendance technologique aux entreprises extra-européennes? Alors, le regarder avec le prisme de l'intelligence économique, cette problématique-là, c'est de se dire est-ce que je suis dépendant d'une technologie états-unienne ou d'un fournisseur et surtout de mesurer je disais tout à l'heure le risque, mais de mesurer le coût également, le coût d'un changement, la capacité. Et là, j'ai en tête, là aussi, un dirigeant d'entreprise qui a demandé à son DSI de changer tout son système informatique parce qu'il ne veut plus dépendre de grandes sociétés états-uniennes. C'est pas le rôle de l'IA de faire ça, de l'IE, mais en revanche, c'est d'être capable de mesurer 1, la capacité à le faire, 2, des alternatives, 3, éventuellement des coûts, et puis de mesurer l'aide à la décision, justement, pour savoir si, oui ou non, il y a un véritable risque de dépendance par rapport à tel fournisseur états-unien, chinois ou russe. On parle beaucoup des risques de l'intelligence artificielle, mais ça peut être aussi un formidable outil. Et en matière d'intelligence économique, ça peut être effectivement un atout majeur. Alors, plus qu'un atout, encore là, l'intelligence artificielle, cette fois-ci, modifie considérablement, en fait, la façon dont on travaille avec l'information. Et puisque l'intelligence économique, c'est travailler au cœur de l'information, avec cette matière première informationnelle, ça modifie considérablement les choses. Aujourd'hui, nous, on est en train de revoir, ça fait 25 ans que je travaille dans ce domaine-là, on est en train de revoir toutes les méthodes et tous les outils qu'on utilise avec de l'IA inside, avec véritablement comment je vais pouvoir aller, grâce à l'IA, automatiser, comment je vais pouvoir aller plus vite sur des tâches qui sont chronophages, sur des tâches où finalement l'humain n'a pas énormément de valeur ajoutée. Donc ça nous permet de replacer le curseur vers plus d'humain, finalement, et de l'humain beaucoup mieux utilisé pour faire à la machine là où effectivement on n'a pas de valeur ajoutée. Merci beaucoup François d'avoir été avec nous. Je vous donne rendez-vous dans la prochaine émission de 56 minutes cyber pour refaire évidemment un point d'actualité sur l'intelligence économique. Merci François. Mélanie.
À présent, je vous propose de partir en Ukraine. L'Ukraine, 2000 km de la France à vol d'oiseau. Un territoire européen, un territoire en guerre, une guerre hybride qui sévit aujourd'hui sous nos yeux. Notre invité revient d'Ukraine, il y était il y a quelques jours, et j'ai l'immense plaisir d'avoir à mes côtés Thomas Whittington. Cher Thomas, merci d'être avec nous aujourd'hui, d'être notre invité. Merci beaucoup, Mélanie. Bonjour. Je continuerai en anglais avec votre permission parce que c'est un peu facile pour moi les particularités techniques, par exemple, sur ce sujet. It's a pleasure to welcome you here in Paris. So thank you very much to be here with us for this TV show. We're going to talk about Ukrainian front. You are just coming from some just days before. You were there. What can we say today? What's going on there? And what is the cyber role does in the cyber war going there? It's an excellent question, Melanie. As you say, I've just come back from Ukraine, where I've spent a bit of time. And one of the things that's interesting to observe in that theatre of operations is that the cyber war is very much in full swing. We probably don't hear that much about it in France and in Europe and across the world more generally. We tend to hear about the missile attacks, obviously what we call the kinetic aspects of the war. But certainly there is a cyber conflict that is raging over Ukraine, both inside and outside Ukraine's borders. So what can we say maybe about the cyber warfare used parts of the counter-drone battle in Ukraine? What can we say precisely there? Well, you've raised a really interesting point, because one of the things that we started to see in Ukraine is drones actually being attacked through cyber attack. Now, that may seem a bit strange, but let me explain how that actually works. So we're all used, for instance, to malicious code being transmitted on our computers via the internet, via our Wi-Fi signals or our cable connections. So this is a way of attacking a drone through an IP attack, usually delivered by a radio signal, to attack the logic, to attack the software that's actually controlling the drone, to cause that drone some damage or to cause it to fly to a different destination, whatever it might be. So the cyber warfare is used, and we know it with the electronic warfare. What can we say about these key points in the war in Ukraine today? Well, I'm really interested in the subject of the relationship between cyber warfare and electronic warfare. For many years in the electronic warfare discipline, there's been discussion over the extent to which cyber attacks would be used and delivered using a radio signal. But we're actually seeing this now starting to play out in Ukraine, the drone attacks being one example. But I think we can say with some confidence that this will be a feature of future conflicts, and it's likely to be something that increases. So this is the point I would like to ask you to have your point of view about the following scenarios that can maybe born there. What do you think about intensification, normalization? I think if you take the Ukraine conflict as a kind of petri dish of experimentation in the future direction of warfare, we're seeing, for instance, mass use of drones in that conflict. We're seeing significant use of ballistic missiles, of drones for attack, for instance. These are sort of hallmarks of that conflict. And I think one of the things that we may see in future battle is that those vectors, those means of waging war, will be intensified yet further. So if we expand our horizons to the Asia-Pacific, look at the tensions involving the People's Republic of China and the United States and her allies, heavens forbid there is any conflict, but if there is, I think we'll see many of the hallmarks of Ukraine taken to the next level, if you like, in a future war. And what can we say about what lessons, let's say, that Western powers and NATO can learn about the use of cyber in this conflict? I think an important sort of lesson to learn from Ukraine is that cyber will be front and center of future battles. That won't just be on the tactical battles, so on the battlefield, if you like, but that will be all the way to the sort of strategic battle which is fought between nations, between, if you like, even competing political ideologies. We've seen that, for instance, with the Israel-Palestine conflict. This is not something in the cybersphere that's just confined to those two nations. Obviously, the battle for public opinion is being fought across the world, and that's certainly something
that I think we'll see happen in future conflicts. And something I would add to that is that won't just happen in times of conflict, that will happen in times of tension and competition. Thank you very much, Thomas. It was a great pleasure to welcome you and especially welcome you here in Paris. Thank you so much. Thank you for the invitation, Melanie. À présent, nous allons recevoir notre grand témoin de ce 56 minutes cyber. Il a dédié son engagement au service des autres, et cela depuis 30 ans. Diplômé de Saint-Cyr, il est entré dans la gendarmerie où il a occupé de nombreux postes de commandement en France et en Outre-mer et dirigé des unités d'enquête majeures. Il a été attaché de sécurité intérieure à l'ambassade de France à Kaboul. Il a été conseiller au cabinet militaire du ministre de la Défense. Il a également commandé la région de gendarmerie appelée précédemment Languedoc-Roussillon, puis la police judiciaire, la lutte contre la criminalité organisée et la cybercriminalité, avec notamment la fameuse affaire EncroChat. Depuis 2021, il supervise les centres européens de lutte contre le crime organisé, la cybercriminalité, le crime économique et financier et le terrorisme au sein d'Europol. J'ai l'immense plaisir d'accueillir notre grand témoin aujourd'hui, le général Jean-Philippe Lecouf, qui nous fait l'immense amitié et plaisir d'être avec nous. Cher Jean-Philippe, général, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est une grande joie de vous avoir avec nous. Bonjour Mélanie, c'est aussi une joie pour moi de venir ici partager un petit peu mon expérience. Et puis votre parcours, alors je l'ai résumé très brièvement en quelques mots. Est-ce qu'on peut revenir depuis les bancs de Saint-Cyr jusqu'à cette affaire EncroChat? Quelles sont les missions, les postes qui ont particulièrement marqué cette carrière extraordinaire? Écoutez, il y en a beaucoup. Alors, c'est toujours difficile de faire un choix, mais évidemment, les postes de terrain tiennent une place majeure dans la carrière d'un officier de gendarmerie, que ce soit en Nouvelle-Calédonie, où j'ai servi il y a bien longtemps, que ce soit à Versailles, ici, où je commandais la section de recherche, je suis en plein dans les investigations, à Grenoble ou à Montpellier, où j'étais commandant de région. C'est des postes qui m'ont marqué. Mais l'avantage de cette carrière, c'est d'être diverse. Et comme vous l'avez dit, j'ai aussi servi par 2 fois au cabinet militaire du ministre de la Défense. C'est là d'ailleurs la deuxième fois que j'ai rencontré vraiment le monde cyber. À l'époque, on était en train de créer l'OG cyber du ministère des Armées, etc. Donc c'était aussi une grande chance d'être à la charnière en fait entre le politique, le stratégique et l'opérationnel. Voilà. Et puis enfin, c'est l'international, qui est le troisième grand pilier de ma carrière, puisque comme jeune commandant, j'ai servi dans ce qui s'appelait le Bureau de la coopération policière européenne il y a longtemps, à la Direction générale de la gendarmerie, et puis ensuite attaché de sécurité intérieure en Afghanistan entre 2010 et 2012, à une époque où la France était très engagée en Afghanistan et où on essayait de soutenir au mieux le régime en place à l'époque. Et puis, depuis 4 ans, à Europol, comme directeur des opérations, à la tête des 650 fonctionnaires, policiers, gendarmes, douaniers européens qui contribuent tous les jours à aider les États membres dans leurs enquêtes cyber, évidemment, mais aussi dans leurs enquêtes contre le terrorisme, dans leurs enquêtes contre la criminalité organisée, contre la criminalité économique et financière. Et donc justement, au sein d'Europol, vous l'avez dit, la cyber occupe une part évidemment de plus en plus importante avec des opérations qui sont montées avec un certain nombre de partenaires. On citait notamment cet été avec à la fois Eurojust et l'ENISA, où il y a des actions qui ont été menées, des coups de filet de plus en plus importants. C'est aussi un signal qui est envoyé à la cybercriminalité. Les acteurs internationaux fédèrent, travaillent ensemble, le FBI, avec un certain nombre d'affaires clés. Quelles sont celles qui vous ont le plus marqué en matière de cyber? Ce qui a été quand même pour moi un moment un peu impressionnant sur une affaire en fait de dark web où on avait saisi une grosse marketplace en lien avec nos collègues américains du FBI. J'ai eu l'occasion de participer à une conférence de presse au département de la justice américain à Washington avec l'attorney général. Parce qu'il ne faut pas oublier que nous, tout seul, Europol ne fait rien. Europol est là vraiment
pour aider, soutenir et favoriser la coopération internationale de nos États membres. En l'occurrence, là, c'était les États-Unis, bien sûr, mais aussi l'Allemagne, la France, les Pays-Bas, qui sont très en pointe sur la lutte contre la cybercriminalité. Hein. La France fait partie des 5-6 pays européens qui sont vraiment leaders sur ces questions de cybercrime. On a 3 piliers en fait d'attaque à Europol dans notre stratégie. On attaque sur les cybercriminels en essayant de les démasquer, de les dévoiler, de les mettre sur des listes de sanctions. Et l'Union européenne a commencé à en mettre sur des listes de sanctions. On attaque leurs infrastructures, c'est-à-dire les serveurs, les WPN, toute l'infrastructure technique dont ils ont besoin pour commettre leurs crimes. Et puis, le dernier axe de travail qu'on a, très fort, c'est, en anglais, on dit « follow the money ». On essaye de suivre, pour les ransomware, par exemple, les rançongiciels, comment l'argent est versé, où est-ce qu'il va, dans des enquêtes très, très complexes sur les crypto-monnaies, sur la blockchain. Mais c'est un des domaines d'excellence d'Europol. Quel est le regard aujourd'hui que vous portez ? Forcément, on a envie de savoir comment vous analysez aujourd'hui cette menace cyber qui s'intensifie, qui se professionnalise clairement. Ce qu'on constate, en fait, c'est que, d'abord, le crime est de plus en plus numérique. Il est en ligne, et quel que soit le domaine criminel, il y a une part plus ou moins importante qui va se dérouler en ligne. Ce qu'on a constaté aussi, c'est que l'intrusion, l'arrivée de l'intelligence artificielle, et en particulier des LLMs, favorise les criminels. Et vous disiez, les criminels se professionnalisent, mais en même temps, en fait, les professionnels mettent à disposition des amateurs criminels des outils de plus en plus performants. Ce qu'on voit avec l'intelligence artificielle, c'est que le seuil d'entrée pour devenir un cybercriminel s'est abaissé. Et qu'aujourd'hui, des gens qui n'ont pas de connaissances techniques, pas de connaissances cyber pointues, peuvent en fait télécharger des outils. C'est par exemple typiquement le business model d'un ransomware comme Logbit qu'on a démantelé il y a 2 ans, mais qui évidemment redémarre. C'est comme les hydres, vous coupez une tête, mais il y en a une autre qui... Mais ce qu'on avait réussi à faire, en fait, c'est que le business model de ce ransomware, Logbit, c'était que ceux qui l'avaient créé, en fait, ne faisaient plus du tout de ransomware. Ils se contentaient de prendre un pourcentage sur les rançons qui étaient versées à ce qu'on appelle leurs affiliés. Et on a pu identifier plus de 200 de ces affiliés. Revenons un peu sur votre parcours. Quand vous êtes entré à Saint-Cyr, quand vous avez choisi de rejoindre les rangs de la gendarmerie, est-ce que vous vous imaginiez à Europol traiter des sujets comme ceux-ci et travailler avec le FBI ? Il y avait à peine de téléphone portable quand je suis rentré à Saint-Cyr. L'Internet était à tous ses tout débuts. Je me souviens, jeune lieutenant, d'avoir acheté un ordinateur Amstrad avec un écran vert et noir. Donc non, j'imaginais évidemment pas en être là aujourd'hui. Mais l'idée qui est derrière, de protéger nos concitoyens, de protéger notre société, de lutter contre les criminels, c'est toujours la même. Les moyens ont changé, la technique a évolué, il faut se former aux nouvelles technologies, etc. Mais au fond, la mission reste la même. Et la vocation. Reste la même. Une question plus personnelle, vous disiez être littéraire. Quel est le livre qui vous a inspiré ou qui vous suit depuis toutes ces années ? C'est le premier livre du général de Gaulle, en 1932, qui s'appelle « Le fil de l'épée ». Et dans ce livre, le général de Gaulle explique combien d'abord la guerre est incertaine, combien le rôle du chef est déterminant, combien commander dans l'incertitude et prendre des décisions fait partie justement de ce rôle de chef, et comment le caractère, l'intuition du chef peuvent avoir un rôle déterminant
sur le cours de la bataille, le cours de la guerre. Au-delà de leur conseiller cette lecture avisée, si vous aviez un dernier message à adresser à la fois à ceux qui sont peut-être déjà dans le monde de la cybersécurité aujourd'hui, ou peut-être certains qui souhaiteraient, pourquoi pas, s'orienter et rejoindre les rangs de la cybersécurité en France, en Europe ou à l'international, quel serait le message que vous adresseriez ? Allez-y, foncez. Je pense que c'est l'avenir. Hein. C'est aujourd'hui, mais c'est aussi demain. On rentrera dans un monde qui est de plus en plus marqué par ça, par les outils qu'on va utiliser. Allez-y, mais gardez, je dirais, ce que j'évoquais, cette hauteur de vue, cette connaissance. Et je pense que pour des gens qui veulent s'engager même dans la cyber, la culture générale, la hauteur de vue, continuer à lire, à apprendre par soi-même et pas seulement au travers des réseaux sociaux ou des large language models, c'est une chose importante. Merci beaucoup, Général, d'avoir été avec nous. C'était un grand plaisir de vous avoir à nos côtés. Avec plaisir, merci. C'était donc notre grand témoin. Dernière séquence de cette émission 56 minutes cyber by Le Cézanne qui touche à présent à sa fin. C'était un immense plaisir pour moi d'être à vos côtés une nouvelle fois aujourd'hui réunis avec des invités qui nous ont partagé leur expertise, leurs expériences, leurs conseils de professionnels avec toujours cette humilité qui les caractérise et qui est ô combien essentielle dans un sujet particulièrement complexe. J'espère que cette émission vous a plu. C'est un grand plaisir pour moi d'être à vos côtés. Je vous souhaite une belle journée. Je vous donne bien sûr rendez-vous très bientôt pour notre 3e épisode de 56 minutes cyber. D'ici là, prenez soin de vous. Je vous dis à bientôt.